Des études ont démontré que le regard de la société sur les gens en situation de handicap physique peuvent influencer leur estime de soi. Donc, plusieurs personnes en situation de handicap physique trouvent ça difficile des fois d'établir ou de maintenir des relations intimes. Aujourd'hui, dans l'épisode, on décortique l'estime de soi quand on est en situation de handicap physique. Donc, avant de commencer, je pense que ce serait bien de se présenter un petit peu. Alors, si vous pouvez juste nous dire quelques mots sur vous. Donc, Emmanuelle, est-ce que tu veux commencer? Je peux commencer certainement. Alexa, je me présente, Emmanuelle Robitaille. Je suis, entre autres, doctorante en psychologie. J'évolue dans la sphère publique depuis 2013 comme chanteuse, comme animatrice. Je suis aussi entrepreneur et je suis née avec un cancer à la moelle épinière en L5, donc un ganglioneuroblastome. Ça, c'est le mot à 300 piastres qu'on peut dire. Voilà. Donc, je suis hybride, là. Je marche un peu, mais je sens pas mes jambes et j'ai un fauteuil roulant pour les longues distances. Enchanté tout le monde, moi c'est Clément Badra, j'ai 32 ans. Dans la vie de tous les jours, au niveau professionnel, je travaille dans le domaine politique, au niveau municipal. Et puis mon handicap, je suis tétraplégique, C5, C6. J'ai eu la bonne idée de plonger dans une piscine quand j'étais ado. J'ai tapé le fond de la piscine et je me suis cassé le cou. Et donc depuis, je suis paralysé, mais je suis capable de me déplacer en fauteuil manuel. Et j'ai un contrôle du haut du corps, mais pas des jambes. Et moi, c'est Sarah Filion, sexologue qui travaille à Montréal. Donc, on va commencer dans le vif du sujet. À quoi ressemblait votre estime de soi quand vous étiez jeune? Est-ce que votre handicap a influencé votre estime de soi? Moi, je dirais que si je peux commencer, oui, clairement. C'est sûr que ça a eu un impact pour différentes façons. Si je réfléchis un petit peu... J'ai réfléchi avec le temps, j'ai pris un peu de recul sur la situation. Quand j'ai eu mon accident, j'étais quand même jeune, j'avais 14 ans, donc l'estime de soi à 14 ans, c'est un peu fluctuant. Mais j'étais le mec relativement sûr de lui, qui, malgré le jeune âge, était plutôt bien foutu, sportif. Je m'en rendais pas trop compte, mais je plaisais. Je me suis rendu compte avec du recul que c'était le cas. Et donc, je pense que j'avais, pour un gars de 14 ans, une confiance relativement bonne de moi-même. Et j'étais dans un entourage qui était au niveau familial et au niveau des amis qui était plutôt positif. Donc, à ce niveau-là, je n'avais pas d'enjeu où je me sentais isolé, où je n'étais pas intégré. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'à l'époque, j'étais pas à plaindre. Ça a évidemment changé un petit peu par la suite, mais j'imagine qu'on pourra rentrer dedans éventuellement un peu plus profondément. Toi, c'est parce qu'en plus, tu arrivé à un âge charnière là, dans la définition de soi. Là. Je veux pas, tu sais, Sarah, tu vas sûrement en parler, là, mais je suis comme ouch. Parce que pour vrai, tu sais, puis c'est intéressant que tu es un gars, je suis une fille, fait qu'il y a aussi c'est excessivement différent, je considère. Puis contrairement à Clément, moi, je suis née en fauteuil roulant, je suis née avec une différence physique. J'ai été super chanceuse, je bouge mes jambes, donc moi, je suis en extension, je peux pas faire la rétraction, donc il y a certains mouvements qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas. Puis j'ai toujours été dans des milieux qui étaient réguliers, donc j'étais tout le temps la personne qui était la personne différente. Tu sais, j'avais pas d'autres exemples vraiment de personnes handicapées. J'ai renié longtemps mon handicap. Pas renié. J'ai été longtemps naïve, là, un enfant de 5 ans ne comprend pas nécessairement, ou 4 ans. J'avais la naïveté, la chance d'avoir cette naïveté-là d'un enfant, de juste dire, moi, c'est mes jambes, puis je me blesse aux 2 secondes parce que je fais tout ce que ma sœur fait ou ce que mes amis font. Je vois pas de différence. Ouais. Puis à un moment donné, il est arrivé ce qui arriva, c'est-à-dire l'adolescence. Puis je te dirais, moi, vers 10 ans, la préadolescence, là, c'est là où j'ai commencé à plus vouloir avoir un sentiment d'autonomie qui dépassait des fois mes capacités même. Donc, je laissais le fauteuil beaucoup, puis je marchais tout le temps des distances de plus en plus longues à l'école, tout ça. Donc, mes amis me tenaient le bras, mais tu sais, je leur faisais mal parce que j'avais pas beaucoup d'équilibre, tu sais. Mais c'était important pour moi, puis je pense que c'est une phase qui était nécessaire, je pense, pour éventuellement me développer en tant que personne, puis finir par placer le fauteuil puis l'handicap au bon endroit, qui est pas ce que je suis, mais bien une particularité de qui je suis. Exactement. Puis ce que je trouve vraiment important, c'est de dire aussi que c'est pas parce qu'on a une différence physique, moi j'appelle ça les corps différents, là, mais tu sais, dans le sens où c'est pas parce que tu as une différence physique
que c'est la seule chose qui va toucher ton estime personnelle ou que c'est la chose principale qui va toucher ton estime. Tu sais, on est sujet aux mêmes blessures, qu'elles soient relationnelles ou autres. Puis ça, je trouve ça super important de le mentionner qu'on est des humains à part entière, qu'on vit le spectre complet d'expériences humaines. Puis je veux dire, moi, j'ai un père qui était absent. Puis ça a beaucoup affecté mon estime personnelle en tant que femme, probablement autant, sinon plus, que l'handicap. Fait que ça, je trouvais ça super important de le nommer aussi. C'est très important parce que souvent, justement, les gens ils vont penser que notre plus gros problème, c'est notre handicap. Mais dans le fond, c'est vraiment pas ça. Vraiment. Non, absolument. Mais justement, étant donné qu'Emmanuelle, elle est née dans une situation de handicap, on peut dire, toi, comment ça l'a affecté après, on va dire, ton accident? Est-ce que ton estime de soi, ça l'a monté, ça l'a crashé, ça l'a fluctué? Je te dirais qu'il y a une période où, un petit peu quand tu étais jeune, très jeune, quand tu étais enfant, où tu n'es pas dans un déni, mais moi, il y a eu une dynamique autour de moi, que ce soit ma famille ou mes amis. C'était vraiment en mode, bon, il s'est passé ça, maintenant on va de l'avant. Et donc, ce dynamisme d'aller de l'avant, ça a fait que j'ai continué à faire des choses. J'ai continué mes études, même quand j'étais à l'hôpital. Quand je suis parti faire de la rééducation dans un autre pays, j'ai continué aussi. Fait que ce mouvement constant a permis de conserver une forme d'estime de soi parce qu'on ne se sent pas mis à part. On ne sent pas qu'il y a une pause dans notre vie, qu'on continue à avancer. Et donc, ça permet de gérer cet enjeu d'estime de soi parce que tu ne te définis pas par ce qui t'est arrivé dans ce moment-là. Parce qu'il y a des choses qui continuent à se passer dans ta vie. Donc, je pense qu'au début, c'est sous cet angle-là que je l'ai pris. Okay. Et puis, après, avec le temps, c'est là où tu peux avoir des petits enjeux, mais plus par rapport aux personnes qui ne te connaissaient pas avant ton accident. Parce que c'est là où tu vas avoir un regard différent. Parce que les gens qui connaissaient avant, ils vont te traiter de la même façon qu'ils t'ont traité toute leur vie. Et donc, tu n'as pas cet enjeu-là. C'est plus quand tu tombes sur des gens qui te découvrent quand tu es déjà handicapé. C'est là où il va falloir apprivoiser le regard des autres qui est différent et puis apprendre à développer un comportement qui leur montre qu'il n'y a pas besoin de te traiter différemment. Donc, c'est un peu plus à ce moment-là qu'il y a pu y avoir des enjeux de gestion de comment les gens te perçoivent et comment ça peut affecter ton estime de toi. Bien, justement, c'est quoi la place que le regard des autres occupe dans la confiance de vous deux, de toi, Emmanuelle? Ah, mais le regard de l'autre, la comparaison, c'est la base, en fait, de l'identité puis de la loi de la relativité. Là. Moi, je suis petite parce que Sarah est grande. Là. J'ai les cheveux bruns parce que... Non, mais tu comprends, sinon, si l'autre n'est pas là, on n'existe pas. Fait que des fois, il faut un peu arrêter de capoter avec se foutre du regard de l'autre. On peut pas s'en foutre. L'autre est le reflet. L'autre est un miroir de qui qu'on est. Par contre, je parle souvent dans les entrevues, entre autres, de survie émotionnelle. On parle souvent de la survie physique avec le fight and flight response. On parle rarement de ça sur le plan moral ou émotionnel ou psychologique. Et le regard de l'autre, au même titre que sur le plan physique puis de la survie, quand tu vois du rouge, c'est le mammouth, c'est du sang, whatever, tu vas te mettre à être activé puis à développer des réponses de survie. Bien, quand tu as une critique négative, souvent, ces signaux-là à l'intérieur où ton intégrité peut être menacée va s'allumer. Donc, souvent, c'est pour ça qu'on va se rappeler plus souvent des choses qui sont blessantes ou qui vont remettre en question quelque chose en nous ou sur nous plus facilement que les compliments qu'on va balayer. Et on ne devrait pas faire ça. Et tout part de soi, je te dirais. Moi, le regard des autres a été central, comme pour tout le monde, dans le développement. Puis je pensais, moi, je vais avoir 40 ans le mois prochain. Là, puis je peux vraiment dire que c'est pas... Je t'aurais même pas donné la même réponse il y a 10 ans, là, à ma trentaine, pas en tout. Parce qu'il y a un moment donné où tu deviens tellement... Je vous dis, avec l'âge, on devient écœuré de bien des affaires. Et il y a des choses qui ne passent plus. Il y a des choses que, toi, tu diras ce que tu voudras, mais il y a des choix qui se consolident, qui se cristallisent et qui deviennent tellement alignés avec qui tu es que peu importe, là, les gens, ce qu'ils vont en penser,
ça changera pas grand-chose parce que toi, tu viens en alignement avec qui tu es, mais ça se développe. Fait que je pense qu'il faut trouver son équilibre entre laisser la place aux autres pour nous refléter comme les choses qui sont peut-être pas encore réglées en nous, de dire « Ah, ça m'atteint encore, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est encore mou en moi là-dessus. » Et des fois, c'est le reflet de dire « Wow, ça m'atteint plus pantoute, la job est faite. Well done. » Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser plutôt que de vivre aux dépens ou vivre en accord avec ça. Ah, j'adore ça, j'adore tout ce que tu viens de dire. C'est ça, mais c'est gagné très difficilement. Mais t'as raison, c'est sûr que le regard des autres va influencer fortement la façon dont tu vas te sentir. Moi, la façon dont j'ai navigué ces choses-là, c'était que je savais que j'avais un socle autour de moi, un support system qui était solide, sur qui je pouvais compter et qui me faisait comprendre ce que je valais et qui j'étais, malgré ce qui se passait autour de moi. Et comme c'est quelque chose qui a été autour de moi pendant très longtemps, ça fait que ce que les gens peuvent dire, la façon dont ils peuvent percevoir les choses, ça ne vient pas m'affecter personnellement. If anything, ça me donne plus envie de leur montrer qu'ils ont tort que quoi que ce soit d'autre. Ouais. Donc ça peut plus être un moteur qu'une façon de se sentir attaqué ou remis en question. Parce que j'ai un petit côté un petit peu têtu, donc si on me dit non, je vais te dire tu vas voir. Donc c'est un petit peu plus une motivation, et puis des fois il y a une forme de satisfaction aussi à surprendre. Moi, ce que je trouve assez intéressant aussi, puis dans lequel je trouve un peu de satisfaction, c'est que les attentes sont tellement basses par rapport aux personnes en situation de handicap en général dans la vie, que peu importe ce que tu fais, même si tu fais la plus petite des choses, tu vas recevoir des compliments incroyables. Ah oui. Fait c'est pas toujours agréable, mais c'est quand même très très drôle à avoir au quotidien. Donc moi régulièrement, juste il y a 3 jours, je suis allé prendre un verre avec des potes dans un bar, et devant le bar il y a un mec qui fait « Oh my god, c'est incroyable que tu sortes comme ça mon gars ». Je suis comme « Ouais, merci beaucoup, vraiment ça me... Sure, whatever ». Mais c'est les petits trucs comme ça qui font que t'es comme « Bon écoute, je vais prendre le compliment même s'il est un petit peu débile ». Mais d'un autre côté, ça veut dire que tu es capable d'impressionner même avec des choses qui paraissent simples. Mais je peux-tu te permettre quelque chose? C'est super important ce que tu dis, mais ce qu'il t'a dit, en fait, tu sais, quand je parlais de miroir, là, ce qu'il faut se rappeler, c'est que nous aussi, on est des miroirs pour les autres. Puis ce que tu étais en train de lui montrer, ou lui, quand il t'a fait « Wow, mec », ce qu'il était en train de te dire, c'est moi, si j'étais à ta place, je ne sais pas si je serais capable de le faire. Souvent, quand les gens me disent « Hey, t'es courageux », je suis comme « Non, toi, ça te prendrait du courage pour faire ce que moi, je suis en train de faire. » C'est vraiment ça, la situation. T'sais. Mais tu l'expliques très, très bien, parce que moi, ce gars-là m'a dit... Il a comparé mon accident, parce qu'il m'a posé plein de questions, évidemment, comme les gens font souvent. Et il a comparé mon accident avec le fait qu'il avait perdu sa licence parce qu'il avait bu en conduisant. Et donc, il était comme, moi, j'avais envie de me suicider à cause de ça. Donc, je sais pas comment je ferais dans ta situation. Et donc, tu vois que ça dépend vraiment de la position dont la personne part. Moi, je lui ai expliqué qu'il fallait pas sous-estimer la résilience des gens quand ils sont dans une vraie situation de crise, parce que j'appelle pas perdre son permis de conduire parce que tu as bu une situation de crise. Donc, tu vas pas aller chercher cette forme de résilience-là. Mais donc ce genre de comportement-là aussi, ça peut te rappeler à toi-même que, mine de rien, tu fais des choses positives, même si ça paraît être des choses simples. Veux pas, on est dans un monde qui n'est pas forcément fait pour des personnes en situation de handicap, donc il y a des petits challenges. Même si tu considères que c'est pas des challenges et que tu le fais sans y réfléchir, c'est bien de se rappeler aussi parfois que you're beating the odds. Même si c'est pas quelque chose sur lequel il faut se baser constamment, ça fait du bien de se le rappeler aussi de temps en temps. Oui. Et justement, encore dans le parlant du regard des autres, est-ce que vous avez déjà senti que votre sexualité était moins légitime ou moins valorisée à cause du regard des autres? Est-ce que vous avez déjà senti que comme votre handicap, admettons, a fait que les gens sont comme « Ah, tu sais, la sexualité, c'est pas pour eux » ou quelque chose comme ça? Emmanuel? Comme si on n'était pas des êtres sexués, mettons? On va dire. C'est comme que c'est pas comme « Ah, elle a fait ça dans lui. Non, elle peut pas. » Ouais, je comprends. Moi, personnellement, pas tant, je te dirais. Je pense qu'il y a au contraire moi, en tout cas, ce que j'ai le plus vécu, c'est une curiosité. Des fois, des questions vraiment random de personnes qui ne me connaissent pas dans un contexte style banc de centre d'achat, là. Puis toi, t'es juste entre 2 boutiques. C'est comme, hey, sens-tu ton vagin? On peut dire ces choses-là parce que c'est arrivé. C'est un fait vécu.
Puis t'es comme, hey, cette discussion-là, on l'aura pas ici maintenant. Mais il y a d'autres personnes qui sont très bienveillantes, qui sont dans une curiosité qui est très saine, il y a un intérêt qui est très sain et qui m'ont posé beaucoup de questions. Maintenant, les gens qui pensent que j'ai pas de sexualité, clairement, ils m'en ont pas parlé, puis je le sais pas, là. Tu comprends? Mais je pense que ça dépend aussi comment toi, tu possèdes, own ta sexualité, j'imagine, là. Je veux dire, moi... Ouais. Je l'ai moins senti, ça, je te dirais. Plus une curiosité de dire c'est comment plutôt que ça existe ou ça existe pas. OK. Genre. Ouais. C'est intéressant parce que tu vois, moi, c'est pas la même réalité. Et je pense que c'est un petit peu la différence homme-femme. Où, mine de rien, je pense qu'à la base, les hommes ont tendance à beaucoup plus penser au niveau sexuel et autour du cul que les femmes peuvent l'avoir. Et donc, du coup, peut-être qu'ils ne se posent même pas la question si dans cette situation-là, c'est possible ou pas. Mais moi, le nombre de personnes qui considèrent même pas que la sexualité est possible pour une personne dans ma situation, c'est assez impressionnant. Après, il y a la différence, c'est que, c'est toi, la question qu'on te pose, c'est t'es paralysé, est-ce que tu sens ? Mais ça veut pas dire que tu peux pas t'en servir. Quand t'es un mec qui est handicapé, le principe, c'est t'es pas capable d'avoir une érection, t'es pas capable de coucher avec quelqu'un. Et on connaît que ça dans le monde sexuel aussi, c'est si t'es pas capable d'avoir une érection, tu peux rien faire. Donc, de cette base-là, je pense que c'est quelque chose sur lequel les gens partent automatiquement. Il y a ce préjugé et cette idée, Sarah, tu pourras sûrement en parler plus. Je vois les faces qu'elle fait. Ouais, exact. C'est pour ça, je pense que tu auras des trucs à dire là-dessus. Mais où on part du principe que puisque la personne est paralysée, ça fonctionne pas, il n'y a rien à faire sexuellement. Quand je dis la personne, c'est un mec, plutôt dans ce cas-là. Et qu'à partir de là, il n'y a pas grand-chose à faire. En même temps, je reviendrai sur un autre truc qui est un peu paradoxal, c'est le comportement de certaines personnes, enfin de certaines filles, notamment dans des soirées où je vais danser, où c'est assez paradoxal, où là, je sers plus d'objet pour un lap dance que quoi que ce soit d'autre. Malgré le fait que tu vas probablement me considérer comme asexué, tu vas quand même faire ça. Est-ce que c'est parce que tu veux faire ta bonne action de la soirée en ayant fait un lap dance à un handicapé ou c'est pour d'autres raisons, je sais pas. Mais tu vois, il y a un peu cette dichotomie-là, en fait, par rapport à une personne handicapée. C'est que d'un autre côté, tu peux considérer que c'est pas un être sexué pour plein de raisons et de préjugés. Et d'un autre côté, tu vas avoir des comportements ultra sexualisés autour de cette personne-là, probablement pour lui faire, entre guillemets, un cadeau. Ah, mais c'est parce qu'il y a aussi tout le côté fétichisme, t'as tout le côté rendre service, t'as tout le côté fantaisie, rareté, interdit. Histoire à raconter. Comment? Juste aussi histoire à raconter. Aussi, tu sais, mais ça reste quelque chose qui n'est pas de l'ordre du casual, du mondain, de l'habituel. Ouais. Exact. Ouais, mais je sais pas si toi t'as... Et ça, Sarah, est-ce que tu veux élaborer? Déjà, quand tu dis... Ben, c'est super intéressant. Aide-nous, Sarah! Oui, mais je trouve ça... C'est très parlant. Hein. Tu dis... Pour Emmanuelle, puisqu'elle, il n'y a pas l'érection qui est comme nécessaire pour recevoir de la sexualité, parce que c'est vrai que les femmes, on est plus vues comme étant passives, que tu sentes ou pas, pour beaucoup de personnes, ça serait pas un problème même. Ça serait... C'est effrayant. Tu es un réceptacle, je suis désolée pour ce terme, qui est ça, pareil. dégueu, mais c'est ça. T'sais, tant que tu es jolie puis que ton handicap n'affecte pas trop comme ton apparence, je pense que pour les femmes, puis là, je parle, j'assume, là, il y a ça. Puis pour toi... S'il n'y a pas d'érection, pas de sexualité, ce qui pour moi parle beaucoup de, mon Dieu, vos relations sexuelles sont plates. Si ça ne dépend que d'un pénis dur, ça parle d'à quel point c'est réduit, c'est très phallocentré, pénétration centrée. Donc, c'est ça, c'est parlant en fait de notre vision de la sexualité at large, là, le fait qu'on assume... Dans le fond, on est aussi ignorant de la sexualité en général que de la sexualité des personnes, des différentes sexualités possibles et potentielles. Complètement. C'est juste que quand t'es dans une sexualité, quand t'es ignorant dans la sexualité entre guillemets habituelle, les gens vont se retrouver dans l'ignorance. Alors que quand t'es face à quelque chose que tu connais pas, tu vas juger juste que c'est pas possible ou inexistant parce que t'es pas face à quelqu'un qui est dans la même situation que toi, donc tu te dis ben non. Mais c'est vrai que les dynamiques sont assez intéressantes. Moi j'ai le droit à tout et n'importe quoi comme type de comportement autour de ça. C'est assez drôle. Mais justement, en parlant de l'émission d'aujourd'hui qui est sur l'estime de soi, pour Clément, est-ce que justement cette espèce de... Une fille qui va te faire un lap dance juste pour le fun, parce que comme, ça va être sa bonne action de la soirée, est-ce que ça a un impact sur ton estime de toi ou plus maintenant, ou ça l'a été dans le passé? Je pense que oui, ça a un impact. Tu te poses la question du pourquoi
pourquoi tu fais ça? C'est parce que... si c'est parce que genre, on danse un peu ensemble, tu te trouves cute, tu commences à me coller, c'est pas pareil. Que moi, ça m'est arrivé, c'est que j'entends... Il y a une fois où il y a une fille qui a crié derrière moi et je savais que c'était pour moi. Comme elle m'a pas vu, elle a crié parce qu'elle m'a vu, elle était derrière moi, elle est venue, elle m'est montée dessus, elle a fait tout et n'importe quoi, elle est partie. Et là, je sais que c'est pas parce que tu me trouves cute. Donc c'est vraiment que tu me vois juste par mon handicap. Et donc ça, c'est ça qui est plus problématique et dérangeant. Mais après, tu apprends que ça n'a rien à voir avec toi, c'est plutôt ces gens-là qui sont dans cette situation-là et qui sont pas capables de voir les choses différemment. Et donc, c'est être capable de te détacher de la situation que tu as vécue par rapport au fait que faut pas que le comportement des gens vienne t'impacter. Parfois ça va arriver, mais je dirais que ça s'apprend avec le temps parce que ça vient pas toujours de la même place chez tout le monde. Donc c'est sûr que ça va avoir un impact, le comportement des gens et le regard des gens vont toujours avoir un impact sur toi. Mais après, c'est être capable de le gérer d'une façon ou d'une autre. Puis si tu peux en profiter aussi au passage parce que c'est drôle, essayer d'en tirer le maximum. Ouais. Moi, ce que j'entends, c'est que ça te touche quand la personne elle joue quasiment avec ton cœur ou quand elle t'utilise ou quand tu es un objet pour son propre jeu versus qu'elle n'a même pas considéré que tu pourrais la trouver cute ou que toi, tu pourrais avoir des besoins, des émotions, des sentiments ou juste pas envie en général, là, peu importe. Ouais. Tu sais, je veux dire, on joue pas avec le cœur des gens, on fait pas ça avec n'importe qui sur une piste de danse en général. C'est pas parce qu'il y a un handicap que ça devient un objet ou un jouet que tu peux faire ce que tu veux puis que la personne n'a pas d'émotion, de sentiment ou que tu lui donnes un cadeau parce que, comme tu as nommé tantôt, là, parce que toi, ça fait pas de sens. Là. Ouais. Non, mais le comportement des gens fait souvent pas de sens. Après, jouer avec le cœur, c'est un grand mot, mais avoir un comportement que tu n'aurais pas avec quelqu'un, avec un bipède, comme je dis, juste parce que moi je suis handicapé, tu vas avoir un comportement différent, c'est là où il va y avoir une petite problématique quand même, quoi. Après, si tu joues à ça, je vais jouer à ça aussi. C'est sûr que si tu t'amuses à monter sur moi et que je te trouve mignonne, je vais en profiter aussi. Mais c'est toi qui t'es mis sur moi, quoi. Donc, J'adore. Et toujours dans l'estime de soi, les trois... je me compte parce que j'ai eu un accident à 16 ans. On a toutes vécu l'adolescence avec un handicap. Et donc, Sarah, c'est quoi les enjeux de la construction de l'estime de soi quand on est adolescent? Oui. L'adolescence, des années pas faciles pour tout le monde. Fait que si on rajoute un handicap physique là-dedans, c'est sûr que ça a des impacts. L'adolescence, c'est un âge où on se compare beaucoup. On a besoin de s'émanciper de nos parents pour aller plus vers les pairs, PAIR, les amis. Notre corps, il change. Fait que déjà, de composer avec ça, se réadapter à notre nouveau corps. Donc, c'est ça. Ça va avoir des impacts. Je pense que dans le contexte du handicap, un grand enjeu, c'est le manque de représentation, en fait, de gens qui vous ressemblent à différents niveaux. Fait que dans les médias, les réseaux sociaux, les créateurs, créatrices de contenu, il y en a de plus en plus. Ça, je pense que ça va beaucoup aider. Mais il y a un manque de représentation. Puis à l'adolescence, on a besoin de modèles pour nous aider à avoir une meilleure estime de soi. Fait que ça, je dirais que c'en est un enjeu. Il y a aussi les critères de beauté qui sont de base inatteignables, mais encore plus parce qu'ils sont capacitistes, les critères de beauté, et donc ça touche encore plus les personnes en situation de handicap physique. Il y a plus d'isolation aussi, at large. Là, je pense que vous avez des histoires un peu différentes dans votre cas. Hein? Toi, très bien entouré, puis Emmanuel aussi, là, de ce que tu décrivais. Mais de manière générale, il peut y avoir un peu plus d'isolation, des personnes qui ont un peu moins d'amis. Donc ça, je pense que ça va avoir un gros impact sur l'estime de soi à l'adolescence particulièrement. Puis aussi, on le sait, avec le handicap, il y a souvent l'enjeu des parents qui sont surprotecteurs pour des bonnes raisons. Mais à l'adolescence, comme je l'ai dit, c'est un moment où on doit s'émanciper de la famille. On a besoin de ça pour construire notre identité et donc notre estime de soi. Donc, l'impact des parents surprotecteurs qui, sans le vouloir, vont limiter la quête de l'autonomie et donc la confiance en ses propres capacités. Sans le vouloir. Hein. Je ne pense pas du tout qu'ils sont mesquins, là, les parents, mais c'est l'impact que ça peut avoir. Je ne sais pas si vous rajouteriez des points à tout ça. Là.
les enjeux à l'adolescence. Moi, j'ai déjà dit mon âge, je vais avoir 40 ans dans un mois, puis je veux dire, c'était Britney Spears et compagnie, puis tu sais, Britney, il y a eu des chansons de Pink qui l'a bâché. Tu sais, on peut parler aussi de la beauté comme étant aussi souvent cible de mauvais commentaires. Donc, moi, je ne suis pas là pour jeter les pierres aux personnes qui sont belles. Au contraire, là, par contre, la beauté dans les yeux de celui qui regarde. Puis effectivement, quand tu n'es pas capable de te projeter ou quand tu n'as pas de miroir, comme on parlait tantôt, de l'espèce de miroir social, c'est facile de te sentir vraiment à l'extérieur du monde. Puis moi, j'ai un grand monde intérieur. T'sais, oui, on est très, très, très entouré, mais moi, je dis souvent, puis j'en parle souvent comme à ma soeur ou à mes meilleures amies, j'ai la chance d'être extrêmement entourée, mais il y a quelque chose qui est là, depuis que je suis toute petite, c'est que peu importe il y a combien de gens autour de moi, je me sens quand même souvent assez seule. Fait que c'est pas non plus un sentiment, c'était comme la différence entre, c'est quoi, lonely, to be alone and to feel lonely, en anglais, qui est comme le meilleur que je pourrais dire, là. So, en tout cas, moi, pour ma part, je peux le nommer, là, que j'ai rarement été seule, mais que je me suis souvent sentie seule, malgré tout. Probablement, entre autres à cause de ces différences-là. C'est ça, j'allais te demander. Oui. Le sentiment d'appartenance qui est vraiment affaibli, là. Oui, exact. Je pense que c'est une bonne façon de le présenter, dans le sens où, même moi, dans des contextes où tout se passe très bien pour moi, où je suis bien entouré, où on va à des événements avec des potes, où on fait des choses qui sont super cool, il y a toujours un aspect de retrait par rapport à la situation où je me sens un peu comme, même si je suis actif dans ce qui se passe, où je me sens observateur et en même temps observé. C'est un peu les deux. Donc, c'est comme si tu n'avais pas une perspective sur ce qui se passait autour de nous qui est la même que quelqu'un qui n'a pas un handicap quelconque. Et je pense que ça nous garde un peu à part. Moi, je la vois parfois comme une chance d'avoir cette perspective-là, un peu différente, parce que ça permet d'avoir un recul que d'autres personnes n'ont pas sur des situations. Et ça permet d'appréhender des contextes sociaux ou dans d'autres dynamiques un peu d'une autre façon. Donc je trouve que ça peut être à notre avantage aussi d'avoir ce petit sentiment d'être à part et de savoir que on a parfois un peu plus de profondeur sur certains contextes que d'autres l'auraient. Puis ça dès l'adolescence, ça peut être le cas. Et justement, c'est une question pour Sarah, mais j'aimerais ça vous entendre vous deux aussi. Est-ce qu'il y a une différence entre avoir un handicap présent dès la naissance ou quand c'est survenu plus à l'adolescence ou à l'âge adulte? Mais c'est sûr que je pense que c'est plus vous qui allez pouvoir me répondre. Moi, ce que j'ai ressorti, c'est que je pense que le deuil est différent. Quand tu nais en situation de handicap, ben, tu fais pas ton deuil plus vite, mais tu as plus de temps que quelqu'un qui l'a plus tard dans la vie. Fait que je pense que le deuil, il va être différent. Fait que la personne qui l'a eu dès la naissance, elle est plus habituée peut-être à ce regard-là, puis habituée est peut-être un grand mot même. Mais je pense que ça va dépendre surtout du support, de la vision du monde, des valeurs intrafamiliales, du type de handicap aussi, à quel point il est visible ou pas, à quel point il affecte le visage, la forme du corps, etc. Fait que pour moi, je suis pas certaine qu'il y a des différences hyper marquées. Je pense que ça va vraiment beaucoup dépendre de l'individu. Ouais. Ou Clément? Ouais, moi je pense que... Enfin, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre. Parce que j'ai souvent eu cette remarque-là où ça a été ah, mais toi tu l'as eu au cours de ta vie, donc ça doit être plus difficile. Mais j'en suis pas persuadé. Je pense pas que ça soit plus simple parce que t'es né avec un handicap ou parce que c'est vraiment très contextuel de comment est-ce que tu l'appréhendes et comment est-ce que tu le vis au moment où ça t'arrive et par la suite. Et effectivement, je pense que ce qui se passe autour de toi a une influence énorme aussi. Donc, je suis pas persuadé. Et effectivement, tu dis, on n'a pas des handicaps physiques qui impactent notre apparence. Moi, je dis toujours que j'ai pas le comportement... Les gens n'ont pas le comportement envers moi qu'ils auraient avec n'importe quel handicapé parce que je présente bien. Donc, je m'exprime bien, j'ai pas de problème d'allocution, j'ai pas l'air d'un sans-abri, genre comme je fais attention un peu à mon image,
comme je l'aurais fait si je n'étais pas handicapé. Je ne le fais pas forcément plus parce que je le suis, mais du fait que je présente comme ça, le comportement des gens envers moi est souvent ultra positif. Parfois paternaliste, mais dans le positif. Donc, je pense que ça dépend vraiment de comment tu l'abordes, peu importe à quelle étape de ta vie. Bien, c'est vrai. Puis, tu sais, je pense que tu l'as dit, le tempérament de la personne est tellement à la base de la façon dont on va traverser quoi que ce soit dans la vie. Puis moi, il y a quelqu'un qui a changé ma vie il y a 2 ans. J'animais une émission qui s'appelle Style sur mesure sur une chaîne qui est assez connue et qui... il y a une candidate, je vais la nommer, c'est Claudia, qui a participé à l'émission. J'avais parlé d'elle aussi dans une autre émission parce que, pour vrai, elle a changé une perspective tellement... Moi, je suis dans la gang qui se fait tout le temps dire « Ah, mais toi, c'est moins pire parce que t'es née comme ça. » Et les gens sont souvent, même j'ai vu ton visage tantôt, les gens sont très surpris de savoir que je suis née comme ça parce que j'ai pas de l'air handicapée, même que les gens qui sont handicapés disent que j'ai pas de l'air assez handicapée, que je suis une handicapée de luxe. J'ai vraiment... Ah non, moi, je belong nowhere. Tu sais, ça marche juste pas, puis j'ai juste fait aller toute brup, puis je vais faire qu'est-ce que moi j'ai à faire, puis que, à un moment donné, il faut que tu le fasses, là, t'as pas le choix. Par contre, ce que j'avais trouvé vraiment intéressant, Claudia, elle a dit, puis j'ai vraiment hâte j'aimerais ça qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils en pensent de ça, c'est que Claudia, elle a dit, moi, elle a un conjoint qui est resté avec elle à la suite de son accident, donc elle aussi, ça a été un accident ça a été une opération, en fait, qui a eu une erreur médicale pendant l'opération, donc elle était à la fin, elle était proche je pense qu'elle avait 19 ans, je m'excuse Claudia, c'était pas ça, là, je me rappelle pas exactement de son âge précis, mais c'est ça, début de l'âge adulte, puis son conjoint est resté avec elle, ça faisait déjà 7 ans de ça à l'époque quand on s'est rencontrés, et elle dit, mais moi, elle dit, Emmanuelle, elle dit, j'ai ma sexualité ou ma féminité, appelons-la comme ça, là, juste le sens d'être une femme, elle dit, moi, je l'ai bâti avant mon handicap, avant mon accident. Je le sais, je suis qui en tant que femme. Je le sais, je suis qui en tant que... Excuse-moi, je sais, je suis qui en tant que femme. Je le sais, je suis qui en tant que femme sexuée. Fait qu'elle dit, moi, quand ça s'est arrivé, j'ai pas eu à me redéfinir, en construire. Je le sais déjà, je suis qui. Il a fallu de l'adaptation. Puis là, c'est là, j'ai fait, aïe, tu sais, autant qu'on peut présumer savoir ou penser que quand ça arrive à quelqu'un à un âge plus tard dans la vie, que ça brise qui elle est, elle... C'était comme si c'était tellement consolidé, cette vision-là qu'elle avait d'elle-même, de son ancienne soi, je ne sais pas comment le dire, là, que c'est pas venu ébranler un peu, comme je parlais tantôt, là, de l'espèce de miroir, que si c'est aligné déjà, il n'y a rien qui va faire en sorte que ça va se démolir. Mais elle, c'était tellement déjà aligné, intégré, compris, assumé, que c'est pas venu l'aligner, alors que moi, je peux le mentionner que c'est comme si ma féminité, elle avait été bâtie sur... de l'eau. Puis il a fallu que je m'assure pendant ma vie de mettre ma maison sur des pilotis. Tu construis pas la même maison, tu peux pas mettre du ciment, tu peux pas mettre du solage parce que sinon, c'est pas stable. Fait qu'il y a vraiment une construction différente que tu dois faire parce que moi, la féminité, je l'ai toujours connue de cette façon-là, soit différente. Puis c'est pas vrai que dans la rue, tu as 50 personnes par jour qui parlent de leur sexualité puis que tu es capable d'échanger là-dessus ouvertement et librement. Là, fait qu'il y a vraiment quelque chose qui se crée au long cours. Puis le fait d'avoir eu des partenaires, j'ai commencé à être active sexuellement, j'avais 16 ans, j'allais avoir 17 ans, là, fait que moi, j'avais passé mon secondaire, je l'ai passé célibataire, j'avais, à cet âge-là, c'était pas... moi, j'avais pas eu de conjoint. Puis les gars qui tripaient sur moi étaient vraiment, vraiment plus vieux. Puis moi, je suis très sélective. Pour moi, être avec quelqu'un, c'est sacré, dans le sens où... en tout cas, on fera un autre podcast sur les relations amoureuses. J'ai beaucoup de choses à dire en général sur la société dans laquelle on est puis comment ça se passe en général. Mais depuis toujours, je sais que mon corps contient de l'énergie, on dirait. Je sais que c'est important que je choisisse bien qui rentre à l'intérieur. C'est tout le temps quelque chose qui est resté ou qui était, je te dirais, inconscient ou subconscient. C'était excessivement... précieux pour moi. Puis ça l'a toujours été. Maintenant, quand j'ai un partenaire, la sexualité est excessivement importante. Ça, il faut le mentionner aussi. C'est pas juste l'un ou l'autre. Mais il faut savoir où mettre quoi, quand. Puis c'est ça. Je pense vraiment que à cet âge-là, quand j'ai commencé ma sexualité, mais tu sais, j'ai eu des partenaires toute ma vingtaine. Je suis célibataire, ça fait vraiment longtemps que je suis célibataire. J'ai eu des fréquentations, mais rien qui s'est soldé pour quelque chose qui se partageait sur le plan spirituel, émotionnel, psychologique, physique, tout ce que tu regardais en même place aussi. Là. Ouais. Mais c'est ça, c'est que quand j'ai commencé à avoir les relations sexuelles, j'étais chanceuse, je me sentais aimée, je me sentais belle avec ces hommes-là. J'ai été chanceuse à ce niveau-là. Mais il a quand même fallu que je construise ça sur rien. Tu sais, je pense, à quelque part.
Puis, tu sais, j'aimerais savoir, toi, si ce que cette Claudia-là, qui, je sais pas si elle va écouter ça, mais je la salue en passant, j'ai trouvé ça tellement nouveau comme discours, ça m'avait flabbergasté, puis ça m'a comme fait revoir ma vie au complet. Puis je sais pas, toi, si ça résonne ou... Ouais, bah, c'est quand même intéressant parce que, bon, déjà, elle était un peu plus âgée quand elle a eu son accident par rapport à moi, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle considérait que dans sa vie d'adulte, elle était déjà ancrée. Enfin, dans son début de vie d'adulte, elle était déjà ancrée. Moi, tous les gens que je connais qui ont entre 19 et 27, ils sont pas ancrés. Donc peut-être que c'est l'exception qui confirme la règle. Claudia, puis peut-être qu'elle a une profondeur qui a fait en sorte qu'elle a des expériences différentes. Ouais, aussi, c'est ça, absolument. Non, mais c'est tout à fait possible. Moi, je sais qu'à 14 ans, je n'étais clairement pas ancré. Mais que les gens que je connais autour de moi qui sont un peu plus. Qui sont dans ce range d'âge-là aussi, ils sont pas set sur comment ils sont. Ils sont en évolution encore, ils sont encore en train de se construire. Donc moi, je pense que ça a eu un impact sur la façon dont je me suis construit. Est-ce que ça a impacté mon estime de moi? Oui, mais ça veut pas dire que ça a été seulement du négatif. Il y a eu des choses très positives que j'ai tirées de tout ça. Et notamment une facilité sociale que j'ai développée à travers le fait que je suis handicapé. Ironiquement, moi, quand j'interagis avec quelqu'un pour la première fois, je sais que la personne la plus gênée entre elle et moi, c'est elle, parce que je suis handicapé. Fait qu'à partir de là, je sais que juste le fait de la mettre à l'aise, cette personne-là, elle va être agréablement surprise. Parce qu'elle s'attend à une interaction awkward, elle ne va pas savoir quoi faire, donc juste le fait de lui sourire, elle est comme « Oh my God, il sourit ». Donc, ça permet de construire une dynamique autour de ce genre de relation interpersonnelle qui est intéressante, et tu peux en tirer des apprentissages qui vont aider à construire ton estime de toi. Donc, je dirais que c'est de cette façon-là aussi, parce que avant mon accident, j'étais quand même relativement timide, et je le suis devenu beaucoup moins après mon accident. Parce que je me suis rendu compte que déjà, si j'étais timide, ça allait être horrible pour discuter avec des gens. Et puis que naturellement, c'est venu du fait que c'est les autres qui sont plus gênés que moi, en fait. Donc, j'ai pas de raison d'être timide. Au contraire, ça va être... j'ai, entre guillemets, le upper end dans la dynamique de conversation. C'est comme la responsabilité, en fait, de la diade. Là. Ouais, c'est ça, exactement ça. Je pense que vous le comprenez aussi. Si vous n'êtes pas souriant et dynamique, la personne va dire « Oh my God, c'est un handicapé aigri. Ouf, ça va être difficile de discuter ou de passer un moment. » Donc, moi, je le vois comme quelque chose de positif, encore une fois. Parce qu'il faut prendre les biais négatifs de la société pour les tourner à son avantage. Donc, je pense que c'est des éléments qu'on peut essayer de prendre à droite et à gauche pour essayer de construire son estime de soi. Donc, mais justement, en lien avec ça, est-ce que avoir une meilleure estime de soi, vous pensez que ça l'aide dans vos relations, comme dans les relations que vous avez eues ou que vous avez présentement? Clément? Une grosse question. Oui, je pense que ça aide d'avoir une bonne estime de soi dans les relations. Ça, c'est sûr. Parce que si t'es pas bien avec toi-même, tu vas avoir du mal à être bien avec quelqu'un. Est-ce que ça résout tout? Non. Mais parce que comme n'importe qui, en fait, handicapé ou pas handicapé, quand tu es dans une relation amoureuse, c'est compliqué. Oui. Donc, ça vient pas du fait que... Moi, je dirais que mes enjeux dans des relations amoureuses viennent pas du fait que je suis handicapé ou que j'ai une mauvaise estime de moi. C'est juste que je suis quelqu'un de difficile parfois. Pas dans les relations de forcément. De quelle façon, Clément? C'est ça. Non, mais déjà, à la base... en plus. Déjà, à la base, je suis un petit peu picky, un peu comme toi. Ce qui est assez... On a des standards élevés. Voilà, c'est ça, exactement. C'est que... Mais c'est très bien comme ça aussi. Oui. C'est bien comme ça, mais tu vois, il y a quand même une chose qui est intéressante à mentionner, c'est que j'ai des standards élevés, mais ça m'arrive de me dire « Ouais, t'es quand même un peu abusé d'avoir des standards élevés dans ta situation. » Ouais. C'est des choses qui sont internalisées. Mais c'est une réalité. Mais ça veut pas dire que je vais les changer, mes standards.
parce que si je les change, ça Parce qu'ils sont fonctionnera bien pas. alignés, bien ancrés. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a quand même cette réalité-là qui est présente. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à travailler là-dessus et puis ne pas se dire bon, bah, je vais baisser mes standards ou je vais essayer de faire des compromis qui ne me correspondent pas parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Je pense que tu le sais que ça ne fonctionne pas parce que tu as déjà essayé de le faire. En tout cas, moi, je vais parler pour moi, puis c'est sûr qu'on a tous passé à travers. Juste l'adolescence, tu fais des choix de merde, là. Tu fais des choix basés sur fuck all, là, sur l'accessibilité, la personne reste proche, sur le fait, tu sais, de pas vouloir être seule. Justement, juste le fait que quelqu'un te trouve belle ou veut être avec toi, c'est comme good, tu l'essaies. Et puis à un moment donné, en vieillissant, tu te rends compte que ça remplit pas, que ça sert à rien, que ça te fait perdre du temps. Puis, tu sais, moi, je suis piquée, mais je suis très, très tolérante, là. Je te dirais que je suis quelqu'un de très, vraiment très, très tolérante j'étais trop tolérante, là, je suis comme capable de mettre mes limites avec fermeté bienveillante, que j'appelle. Mais il y a un moment donné, mais tu sais, je jouerais jamais avec le cœur de quelqu'un. C'est que moi, souvent, je fais un scan, je sais si oui ou si non. Fait que malheureusement, je vais arrêter souvent rapidement parce que je veux pas... Oui. Puis justement, tu as mentionné quelque chose, puis j'aimerais savoir si tu as déjà eu ça, cette espèce de comme, mettons, tu vas voir quelqu'un ou peu importe dans une relation, puis tu vas te dire comme « Oh, mais c'est à cause que je suis un handicap. » C'est comme, pas je mérite moins, mais comme, moi, je sais que je l'ai déjà vécu à certains points de comme « Oh, mais tu sais, je suis un handicapé. » Fait que dans le fond, tu sais, comme, il est trop bon pour moi ou quelque chose de même. Tu sais, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé comme, tu l'as pas dit comme ça, mais... Peut-être plus jeune, puis peut-être inconsciemment, je te dirais. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, je pense, c'est que, bon, j'ai mon premier chum à 16 ans, on était 4 ans ensemble. C'était un homme qui était très, très, physiquement très beau. Fait que moi, j'avais quand même Puis ça, je l'ai souvent dit, on dirait que j'avais comme des standards là-dessus, quand j'étais plus jeune, plus élevés, parce que c'est comme si je me disais, bien, parce que je suis handicapée, je vais pas prendre moins ou je vais comme prouver que je suis capable d'être avec des... J'ai pas choisi pour ça, mais ça donnait que ça correspondait à ce besoin probablement subconscient-là que j'avais. Et j'ai eu une relation de couple aussi pendant un autre 4 ans où lui, c'était vraiment... ça a été une relation très passionnelle. On s'est aimé vraiment beaucoup en début vingtaine et c'était un homme... Tout s'était passé exactement comme dans mes rêves. Là. Tu le rencontres, on s'embrasse, on se tripe dessus, ben raide. Le lendemain, le téléphone sonne. Là, je nous allais dire, imagine que c'est lui qui rappelle. Là, ma mère rentre dans ma chambre cet été-là. Emmanuel, c'est X. Puis là, je suis comme, ben voyons donc. Puis là, il fait croire que sa job, ça a pété, puis finalement, qu'il a congé dans la journée, il descend chez nous, puis il me déclare son amour pour me dire finalement 6 mois plus tard que ça n'a jamais été vrai, cette histoire-là, mais qu'il n'arrêtait pas de penser à moi. Puis tu sais, c'était magnifique. Mais moi, j'ai eu ça à genre 20 ans. Fait qu'on dirait que ça a comme cassé ce qui était peut-être plus washy au début ou d'avoir cette idée-là. C'est comme si ça a installé une relation qui était... très haute dans mon estime. J'admirais cet homme-là. Il m'admirait aussi. C'était très mutuel. Puis ça a comme créé quelque chose qui était très accessible à partir de là. Okay. Je sais pas si ça répond. Oui. Tu sais, mais c'était vraiment ça. Fait que je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que ça a été cassé vite à cause de ça. Tant mieux. Mais je pense que casser, comme tu dis, c'est comme être dans une relation qui te permet de casser ce préjugé-là que tu peux avoir de toi-même. Ça change complètement la dynamique dans laquelle tu peux être pour le reste de ta vie. Ça se joue à pas grand-chose, mais ça peut suffire. Puis, tu sais, les expériences positives, on va pas se nier, là, ça peut forger très directement l'estime ou du moins la confiance en soi. Là. Je veux dire, veux pas m'emmener après 12 échecs en ligne. C'est sûr que tu as bien beau être la personne la plus résiliente, la plus confiante en toi, mais tu sais, que tu te dis inébranlable, mais à un moment donné, il faut vraiment que tu travailles fort pour pas te laisser ébranler. Fait qu'il faut quand même être conscient de l'impact de ces affaires-là positives et moins positives sur nos vies, là, tu sais. Ouais. Et justement, Sarah, est-ce qu'il y a des bons moyens de construire sa confiance en soi? Oui, c'est un défi pour tout le monde. La confiance en soi, l'image corporelle, l'estime de soi, tout le monde a des défis à ce niveau-là. Fait que je pense que c'est le travail d'une vie. Puis en plus, en vieillissant, on doit retravailler des choses parce que ce soit par perte de capacité, les codes de beauté sont très axés sur la jeunesse. Donc, je pense que c'est un peu en perpétuel travail, là. Mais sinon, là, on rafale un peu des astuces, certaines plus concrètes que d'autres. Moi, je vous dirais, attendez pas que ça vienne des autres. C'est sûr que ça aide là, quand quelqu'un nous complimente, quand on est en couple avec quelqu'un qui nous aime. Ça peut beaucoup nous aider, mais si tu dépends de ça, dès que tu le perds, tu repars à zéro. Attendez pas des autres. Développez votre amour de soi. C'est important.
Je sais qu'on est dans une société où comme s'aimer soi-même, ça peut paraître pas humble ou moins bien vu, mais au contraire, tu le disais, si on ne s'aime pas suffisamment, je sais pas comment tu l'as formulé, mais ça va être difficile d'être en relation amoureuse et d'aimer quelqu'un en retour, là. Donc, je donne souvent l'astuce d'être son ou sa meilleure amie, de le voir comme ça. D'essayer de te percevoir comme ta meilleure amie. Est-ce que tu dirais à ta meilleure amie qu'elle est donc bien laide ce matin? Non. Il y a un peu cette image-là, fait que cette posture-là. Pour l'image corporelle, je dirais de commencer par développer une neutralité par rapport à son corps. Tu sais, se dire que je devrais me trouver belle tout le temps, dans tous les contextes, même quand quelques jours avant mes règles, j'ai le gros bouton d'en face, c'est pas réaliste. Donc, le mouvement Body Positivity a été très utile, très nécessaire. J'aime beaucoup ça. Moi, j'ai jamais entendu ça, puis je trouve que ça me plaît. Oui. Fait que très nécessaire. Body Positivity a été créé notamment par des femmes noires grosses, fait que qui s'inscrivaient vraiment parce que c'est des personnes qui vivaient énormément là, de discrimination par rapport à leur image. Par contre, pas complètement réaliste et même parfois, tu te dis, ben si j'y arrive pas, ça veut dire que j'y arriverai jamais. Il y a comme une pression qui est associée à ça. Donc, moi, j'encourage de d'abord commencer par une neutralité face à votre corps. Mon corps, il me permet de faire quoi? Tu sais, plutôt que de se concentrer sur ce qui ne me permet plus de faire ou ce que je ne peux pas faire, bien, concentrez-vous sur ce qu'il peut faire. Les sensations, quand je mets de la nourriture, je peux goûter, je peux toucher, je peux avoir des orgasmes. Tu sais, notre corps nous permet plein de belles choses. Donc, d'abord, plutôt neutre ou dans le « j'accepte comment il est à son naturel ». Facile à dire, pas facile à faire. Se concentrer sur ses forces, je l'ai dit, sa résilience, sa capacité d'adaptation, surtout dans le cas de situation de handicap. Je pense que l'adaptation est un mot très fort et justement, le fait d'être passé à travers tout ça vous prouve aussi que vous êtes capable de beaucoup de choses et donc doit aider, j'imagine, l'image, pas l'image corporelle, mais l'estime de soi. Faire des activités qu'on aime, dans lesquelles on se sent compétent. Tu sais, si t'es pas bon en maths, bien, force-toi pas à essayer de faire une maîtrise en maths. Tu vas te trouver pas bon, pas bonne. Si t'es bonne en dessin, mais va faire du dessin. Si t'es bonne dans la parole, à faire de l'animation, du mannequinat, mais tu fais ça, tu te sens bonne là-dedans, bon là-dedans. Travailler sur des nouvelles compétences, même si on n'est pas bon au début, mais le fait de se voir s'améliorer petit peu par petit peu, ça peut clairement là, solidifier l'estime de soi. Apprendre à mettre ses limites aussi. Je pense que ça aide avec l'estime de soi, de réaliser que je suis capable de le dire, de les mettre et que les gens vont les accepter versus quelqu'un qui est people pleaser. Et puis si ils acceptent pas, ça leur appartient. Hein? On s'entend. Hey! Si jamais... Ils sont là pareil. C'est pas toi qui est difficile ou qui fait chier. Là. Donc, si t'es people pleaser puis tu laisses tes limites se faire dépasser, je pense que ça finit par jouer sur ton estime de toi parce que tu dis, de toute façon, tout le monde profite de moi, tout le monde abuse, etc. S'entourer de personnes qui nous font se sentir bien. Si on se sent constamment pas bien dans notre groupe d'amis, c'est parlant là, de quelque chose et je vous garantis que ça change votre vie là, d'être entouré par un bon cercle. Trier les comptes qu'on suit sur les réseaux sociaux. Si je suis juste des comptes de belles femmes, on le sait qu'ils sont souvent... Les vidéos, les photos sont retouchées, puis qu'à chaque fois que je les vois passer, je me sens trop grosse, pas belle. Je le remarque que mon système nerveux s'active. Bien, ça vaut la peine de faire du ménage, même si tu les aimes, ces personnalités-là connues, puis elles ne font pas exprès. Leur but n'est pas de réduire notre estime de soi, mais on le sait, l'impact que ça a. C'est sûr que je m'adresse surtout aux femmes, mais je pense que les hommes aussi, ça peut vous affecter, là, les comptes que vous suivez. Fait que suivez des comptes de gens qui vous ressemblent. Il y en a de plus en plus des créateurs, créatrices de contenu qui sont en situation de handicap, qui promouvoient la sexualité, la sensualité, qui vont se montrer en lingerie aussi pour montrer que c'est possible d'être sexy en tant que personne en situation de handicap physique. Se donner du temps, c'est long, je l'ai dit au début. C'est un long processus. Puis sinon, si on est vraiment bloqué à aller chercher de la psychothérapie, ça vaut la peine, ça peut aider. Ça serait un peu ça. Là. Je ne sais pas si vous rajouteriez des trucs que vous avez essayé vous-même qui ont fonctionné. Là. Il y a quelque chose que je veux juste dire qui est très intéressant dans ce que tu as dit sur essayer des nouvelles affaires, développer des nouvelles compétences. Non seulement tu peux scale up, tu peux améliorer en fait tes bons coups puis ton estime par rapport à ça, mais ça peut aussi te permettre d'apprivoiser l'échec et d'avoir une certaine maîtrise sur tes échecs. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui essaye beaucoup d'affaires puis qui a tout le temps 57 idées par semaine, puis j'en agis probablement 41 sur 57, c'est ça l'affaire. C'est pas vrai que les 41 vont marcher, mais à un moment donné, c'est que tu deviens tellement habitué à être pas bon dans quelque chose ou à débuter quelque chose. Après, moi, c'est plus l'ignorance versus connaître. Ce que tu fais, tu commences, tu sais rien. Puis à un moment donné, tu sais quelque chose. Puis à un moment donné, ça marche. Puis à un moment donné, ça marche pas. Puis à un moment donné, ça devient... Tu te désensibilises, en fait. Vraiment beaucoup. Puis tu peux faire ça avec le rejet. Tu peux faire ça avec un paquet d'affaires. Ou à un moment donné, tu prends comme la maîtrise de ce pan-là de ta vie. Tu fais comme, garde.
j'y vais, puis je comprends que c'est quelque chose qui va forger qui je suis, qui ne me définit pas. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant, mais que je trouve aussi que il y a l'autre côté. Puis l'autre chose aussi que j'aimerais peut-être dire à tout le monde qui nous écoute, là, une des affaires vraiment importantes, je pense qu'on a dit, c'est les personnes avec une différence physique ont d'autres choses qui touchent leur estime que leur handicap. N'hésitez pas à leur parler de leur peine d'amour ou de leurs parents ou de la place qu'ils avaient dans leur fratrie. Est-ce qu'ils ont vécu des viols? Est-ce qu'ils ont vécu... Je vais être trash, là, mais eux aussi peuvent avoir vécu de l'inceste. Il peut y avoir beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Fait qu'il faut arrêter de penser que c'est la seule chose qu'on peut parler. Ça devient vraiment plate. C'est vraiment pas... Pour nous, c'est vraiment, à un moment donné, on a passé à d'autres choses. Là. Fait que je pense que de s'intéresser à une vie d'une personne, ça aide. Puis l'autre côté est vrai aussi. Chaque personne a une estime de soi X, Y ou Z, avec handicap ou pas handicap. Moi, je dis souvent, c'est une vitrine, en fait. Là. Le fait que je sois tout le temps assis, ça empêche les gars de me prendre pour mon cul. Souvent, je dis ça. Mais le contraire est vrai aussi. C'est que c'est pas vrai que toute personne habillée dans la rue aura pas quelque chose que peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez trouver moins joli ou que quelque chose que vous avez pas pu détecter qu'une fois nu ou une fois au toucher. C'est quelque chose qui vous plaît moins. Puis ça, c'est correct aussi. Il y a pas tout qui peut nous plaire dans la vie. On est vraiment des êtres de goût, là, tu sais. Puis il y a des aversions naturelles. Puis pour toi aussi, il y a des choses que tu trouves. Il y a des gars que tu trouves laides, là. Puis moi aussi. Puis toi aussi, il y a des filles qui sont pas de ton goût. Puis c'est bien correct de même. Là. Mais je pense qu'il y a aussi un aspect de dire aux gens, si vous rencontrez quelqu'un qui vous semble moindrement intéressant, drôle, intelligent et good looking, n'ayez pas peur de ce que vous allez découvrir en dessous, parce que cette part-là devrait être là constamment. Je pense d'avoir une curiosité saine, puis d'avoir au moins de donner une chance à quelqu'un de vous démontrer ce qu'elle a à présenter dans son tout. N'oubliez pas que ces mauvaises surprises, on n'en a pas juste avec des personnes handicapées. Je pense que... Non, mais il faut normaliser ça aussi. Ouais. Des choses qu'on n'aime pas ou des choses qu'on aime, on peut en trouver partout. Il n'y a pas de raison que ce soit plus chez quelqu'un handicapé que quelqu'un qui n'a pas d'handicap. C'est la même chose pour tout le monde. Moi, il y a un truc que je trouve intéressant que tu as mentionné, c'est parler d'autres sujets que du handicap avec des personnes en situation de handicap. Moi, je sais que dans le monde du dating, si j'ai un date où la majorité de la conversation et des questions que la fille me pose tournent autour de moi... Toi, t'es turné off. Là. Je suis turné off. Et puis, je sais que ça ira nulle part. Parce que ça veut dire que tu me vois qu'à travers mon handicap. C'est pas... C'est comme... C'est le truc le plus flagrant pour toi chez moi. Et clairement, si tu as autant de questions et que tu prends autant de temps à l'appréhender, c'est que tu n'arriveras pas à passer à travers, ou en tout cas pas réellement. Donc, pour moi, c'est pas des red flags, mais c'est comme... OK, t'as eu le mérite d'aller dans un date avec un mec en fauteuil. Tu es peut-être sorti de ta zone de confort en faisant ça. Mais clairement, t'as atteint ta limite par rapport à ça et t'arriveras pas à passer à travers parce que ça fait 35 minutes que tu me poses des questions sur mon handicap. Je pense que c'est normal. Là. Moi, j'ai pas la prétention. Je pense que la personne, si elle m'en pose pas, je trouve ça un petit peu bizarre aussi. Je me dis, crif, le gars, il est dans le déni, là, ou il est mal à l'aise, puis c'est encore pire s'il n'est pas capable d'ouvrir là-dessus. Là. Mais il y a un niveau, là, il y a un prorata, là, comme tu dis, là, sur 35 minutes, on a parlé de 32 minutes, puis qu'à chaque fois qu'on parle de quelque chose. Mais si je veux juste te reposer, ça revient tout le temps. Ça, tu le sens, tu le sais, puis ça s'invente pas. Là, même si on vous dirait, faites pas ça, vous allez le faire. Je veux dire, c'est quelque chose qui se fait, puis c'est. Toi, tu vas prendre ta décision là-dessus ou pas, là, tu sais. C'est normal, moi, je dirais c'est normal que la personne qui connaît pas quelque chose ou qui sort de sa zone de confort ait des questions par rapport à ça. Puis moi, je suis hyper ouvert à répondre à toutes les questions que les gens ils ont. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a une dynamique dans laquelle tu sens que tu peux rentrer, où tu sais que si tu rentres là-dedans, c'est que la personne, ça la travaille trop. Elle est en train de faire son travail de travail social, toi, genre en fin d'année. Là. C'est vraiment ça. Là. Si vous avez l'impression que vous êtes en train de faire une thèse, là, recule de 2 pas. Là. Non, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle... Dans ce que tu as mentionné, il y a aussi... On parle beaucoup de la question de déconstruire le concept de ce qui est beau. Oui. Et c'est pas quelque chose qui est facile. Parce que même moi, dans ma situation, le déconstruire, c'est pas forcément évident. J'en suis pleinement conscient. Et puis, il y a des standards. On est tellement martelé par ce que c'est que les standards de beauté tout au long de notre vie, dès le plus jeune âge, que même quand tu es dans une situation où tu réponds pas à ces standards-là, entre guillemets, ça reste ancré d'une façon ou d'une autre en toi. Tu sais, par exemple, toi, le premier mec, Emmanuel, dont tu parlais, tu disais qu'il était très beau.
Je pense que ça rentre dans les standards de beauté un petit peu classiques de la société. Et moi, j'ai fait la même chose aussi. Après, la différence, c'est que j'en parlais avec une autre personne avec qui j'ai fait un podcast autour de l'amour et le handicap. Et elle disait aimer le beau, c'est pas forcément être superficiel. Absolument parce que c'est pas la même chose. Moi, je me le répète en boucle depuis là parce que j'avais tendance à me considérer comme superficiel. Et parce que si la personne est belle mais qu'il n'y a rien d'autre derrière, ça va pas être suffisant. Donc, c'est pas de la superficialité. Et c'est accepter que ce que tu considères comme beau répond à certaines choses. Mais tant que tu n'es pas à cocher des cases très précises au niveau de l'apparence physique et te dire que c'est la seule chose qui compte, à ce moment-là, il faut accepter que tu n'es pas quelqu'un de forcément superficiel, mais que tu as le droit d'avoir des préférences comme n'importe qui. Donc, Oui, absolument. Et justement, en parlant des choses qu'on est à l'aise, de la sexualité et tout, Sarah, quel conseil tu donnerais aux gens en situation de handicap physique qui aimeraient ça, explorer leur sexualité, mais qui ont un blocage ou qui se sont fait mettre un blocage dans la tête, on va dire? Oui, grosse question. Hein? Fait qu'une étape à la fois, s'exposer graduellement si on sent un blocage. Hein, c'est pas parce qu'on est en train de dire que les personnes en situation de handicap physique ne sont pas asexuelles que nécessairement on doit être hyper sexuel en tant que personne. Il n'y a pas de barème à ce niveau-là. Je me suis dit, peut-être que de chercher des modèles, je reviens à créateurs, créatrices de contenu qui vont aborder leur sexualité. Il n'y en a pas beaucoup, mais d'aller écouter là, des témoignages, des personnes qui en parlent, qui l'abordent de manière positive. Je pense que ça peut aider à déconstruire ce qu'on a internalisé. Ça peut... c'est ça. Aller explorer les différents jouets sexuels qui existent. Il y en a beaucoup, puis je pense que c'est ça qui peut aller faciliter, d'une certaine manière, l'atteinte de plaisir, la recherche de sensations, même si elle n'est pas, je sais pas comment dire, dans ce qu'on s'attend de la sexualité. Là, si c'est pas sur les organes génitaux, il y a plein d'autres zones érogènes. Fait que ça demande un travail de déconstruction de ce qu'on voit comme étant une sexualité dite normale pour pouvoir avoir du plaisir, là, je pense, puis explorer sa sexualité quand on a un corps qui est différent, là. Puis sinon, il y a plusieurs livres, il y a plusieurs podcasts sur la sexualité positive, la sexualité qui est non phallocentrée. Ce que je veux dire par là, c'est qui n'est pas centrée sur la pénétration. Par exemple, il y a le livre Slow Sex, qui est vraiment dans la recherche de sensations. Le but n'est pas l'orgasme. On stimule le corps au complet. Il y a le livre Jouissance Club, que je suggère à beaucoup de gens, où on va voir des planches. Puis c'est plein de manières, en fait, d'aller stimuler les organes génitaux autres que par la pénétration. Fait que par la bouche, la langue, les doigts, autant sur une vulve que sur un pénis. Puis il y a plein de planches, il y a moyen d'aller explorer là-dedans. C'est accessible, je trouve. Puis sinon, consulter un ou une sexologue, psychothérapeute pour aller déconstruire sa vision de la sexualité. Je sais pas si ça répondait, moi, à la question. Moi, je pense que tu as dit quelque chose qui me fait réagir un peu. C'est, tu as parlé, l'une des premières choses que tu as mentionné en dehors de tout ce qui est le blocage, ou accepter que peut-être que tu n'es pas quelqu'un de très sexuel, et c'est tout à fait correct avec ça. C'est la question des jouets, d'explorer soi-même. C'est vraiment important d'apprendre à se connaître avant quoi que ce soit. Et je trouve que c'est vrai pour tout le monde, mais c'est d'autant plus vrai pour quelqu'un en situation de handicap parce que la sexualité peut être un peu différente quand tu es avec un partenaire. Et si tu n'apprends pas à te connaître toi, tu vas avoir du mal à guider ton partenaire par la suite. Et là, tu peux te retrouver dans des situations qui peuvent être un peu awkward. Donc, être capable de se connaître, d'être capable d'expliquer que parfois, il y a des choses qui vont fonctionner, parfois, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner, que parfois, tu vas préférer ça plutôt qu'autre chose. Enfin, être capable de nommer tes préférences ou ce qui fonctionne pour toi. Je pense que c'est important de passer à travers cette étape-là avant de, entre guillemets, se jeter dans le grand bain ou absolument vouloir être avec quelqu'un. Donc, je pense que ça, c'est un point qui résonne quand même, je trouve. Merci pour cet ajout. J'aurais dû y penser. Je me dis, je vais te donner mon titre. Oui, apprendre à se connaître soi-même avant de se jeter dans le grand bain, là. Je pense qu'effectivement, c'est nécessaire. Puis, j'ai oublié, ça m'avait suscité autre chose, mais ça me revient. On espère que ça revienne, ouais.
C'est peut-être aller le découvrir avec quelqu'un de confiance aussi. Tu sais, je veux dire, d'aller avec quelqu'un avec qui on est authentique et intègre, c'est de dire, j'ai encore des choses avec lesquelles je suis gênée, avec lesquelles je suis pas à l'aise, j'ai peur de pas être à la hauteur, puis on s'entend-tu que la peur de pas être dans la performance sur le plan sexuel, ça touche vraiment tout le monde. Puis tu sais, si tu l'as dit, là, c'est tout le monde qui doit se découvrir sur un plan sexuel. Je veux dire, actuellement, le plus grand enseignant sexuel qu'on a, c'est la pornographie. Et on sait à quel point c'est délétère sur le plan du cerveau, sur le système dopaminergique et autres. Fait qu'à quelque part, si on n'a pas ça comme modèle, ben tant mieux. Faisons-nous confiance qu'on est né à être sexué à la base. Il y a des gens qui sont asexués vraiment cool. Mais à la base, les chances que tu aies une sexualité intrinsèque est très, très grande. Fait que fais confiance à ça, puis vas-y en fonction de toi, ce que tu vas aller découvrir là-dedans. Parce que la plupart des gens n'ont pas de modèle sexuel. Je suis désolée, il n'y en a pas. Pour personne. C'est chacun... Chacun pour soi. Non, c'est vrai. La guerre. Pas chacun pour soi, arrête, ça va être très... non, chacun à prendre son bord un petit peu, à se connaître, c'est clair. Mais Caroline, tu sais... En fait, c'est que t'apprends de ton côté, et puis t'apprends avec tes partenaires en même temps. Mais... De l'importance d'être picky, d'avoir des hauts standards et de bien choisir ses partenaires. Exactement. Non, mais Caroline, oui, tu sais, quelqu'un qui tu peux faire confiance, à qui tu peux être vulnérable. La vulnérabilité, parlons-en, c'est excessivement vulnérable, la sexualité, pour tout le monde. Être avec quelqu'un à qui tu peux être vulnérable, là, bon choix, bon début. Ouais, avec quelqu'un que tu sais qu'il va y avoir du respect dans l'acte sexuel, où il va y avoir une écoute mutuelle, c'est essentiel dans ce genre de situation-là. C'est clair. Puis avant qu'on se quitte, j'aimerais ça que vous partagiez chacun un conseil que vous auriez aimé donner à une version plus jeune de vous-même. Je vois le regard des deux personnes veut se lancer, mais je vais y aller avec Emmanuelle parce qu'elle a l'air... troublée. C'est ça! Ah, mais tu sais, moi, je dis, là, le pire conseil que j'ai eu, c'est aime-toi toi-même. Puis le meilleur conseil que j'ai eu, c'est aime-toi toi-même. Tu peux pas passer à côté. Maintenant, c'est pas une recette miracle, puis c'est pas des mots. T'aimer, là, c'est t'aimer quand t'es jalouse. C'est t'aimer quand t'es pas bien. C'est d'aimer la noirceur, donc la partie d'ombre en toi, la partie que tu ne connais pas, que tu n'acceptes pas ou que tu veux pas voir. Quand t'acceptes ça, qui tu es, puis que ça fait pas de toi une mauvaise personne, mais une personne en devenir, ça aide. Maintenant, moi, je veux partager un petit événement qui s'est passé dans ma vie depuis En 2023, j'ai été diagnostiquée avec la maladie de Graves-Basedow, qui est une maladie de la thyroïde, d'hyperthyroïdie. C'est une maladie auto-immune. Je faisais de l'Hashimoto, qui est aussi la maladie auto-immune, mais d'hypothyroïdie depuis 2016. J'étais traitée avec le Synthroïde, pour ceux qui connaissent. C'était très normal, mais en 2023, mon œil gauche a commencé à sortir de ma tête. Si vous allez suivre mes réseaux sociaux, vous allez voir. Donc, j'ai eu une exophtalmie liée à la maladie de Graves-Basedow, mais au lieu de l'avoir dans les 2 yeux, je l'ai eu dans un œil. On peut voir aussi que je me suis fait enlever la thyroïde il y a 1 an et demi, et il y a 1 mois à peine, j'ai fait opérer mon œil. Mais voilà 1 mois, moi, j'avais un œil qui était gros de même, puis un œil qui était normal, et je me suis promenée comme ça pendant 2 ans et demi. Je fais un travail qui est public. Et moi, ce que je dirais à la petite Emmanuelle, je sais pas si je vais la démolir, mais je disais, quand on disait, tu sais, l'estime de soi, là, c'est pas des Air Miles que tu accumules, puis que tu as tes points, ta carte est pleine, puis tout est tiguidou. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Tu sais, moi, je m'attendais vraiment pas à ça dans ma vie. Crème. D'après moi, à 38 ans, on va me ramasser avec un œil plus gros que l'autre qui va déformer mon visage. Je te parlais tantôt, puis j'ai ri intérieurement, mais j'étais comme, I know what it is, je sais ce que c'est. Tu sais, donc, ça a été une leçon d'humilité absolument exceptionnelle. Puis, chaque fois que tu penses que tu pourrais pas le faire, tu le fais. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire, là? Tu sais, je veux dire, it is what it is. Mais j'ai été 6 mois à 8 mois à pas me présenter sur les réseaux sociaux jusqu'à un moment donné où j'ai choisi de me montrer puis de faire, ben voici ce qui se passe dans ma vie, puis de documenter aussi ça parce que c'est très peu connu sur le plan hormonal. Fait que ce que je dirais à tout le monde, c'est ce que tu bâtis aujourd'hui va probablement être une bonne pierre angulaire de ce qui peut arriver demain, mais au final, non plus, parce que tu ne le sais pas, ce qui va arriver demain. Peut-être quelque chose qui n'est même pas dans ton spectre de connaissances et tu vas éventuellement faire avec aussi. Fait qu'attends-toi pas à se dire, l'adolescence, c'est fini, moi, je suis correcte, mon estime, c'est X, Y, Z. Moi, on sait que la confiance en soi peut beaucoup plus fluctuer en fonction des domaines. L'estime de soi est un concept qui est beaucoup plus fixe, mais il n'est pas complètement fixe. Puis il faut avoir de la grâce envers soi. Et puis c'est correct d'être débiné des fois aussi, puis de se sentir comme un tas de marde. Soyons ça, neutralisons de se voir comme un tas de marde et entourons-nous bien sûr. Très bon conseil. Ouais, absolument.
Pendant que tu parlais, moi, je réfléchissais un petit peu, puis il y a deux choses dans ce que tu as dit qui me font réagir. Si je devais donner un conseil au moi d'il y a quelques années, c'est de ose et essaye. Parce que moi, il y a très peu d'expériences dans lesquelles je me suis dit, OK, let's go, qui m'ont apporté quelque chose que de négatif. Il y a toujours quelque chose de positif à tirer, et tirer ce positif-là, ça peut te permettre de construire cette estime de toi. Tu découvres des nouvelles limites, des fois tu les exploses, tu apprends sur toi-même, et je pense que oser, peu importe le contexte, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit amical, des expériences. Moi, si je prends un exemple très, très, très concret, c'est juste oser aller danser en soirée. Moi, pendant longtemps, je me suis retenu de le faire, puis j'ai commencé il y a quelques années. Et maintenant, ça m'arrive d'y aller seul. Si mes potes ils me choquent à la dernière minute et que j'ai envie d'aller danser, je vais aller dans ma soirée, je vais aller danser seul. L'avantage, c'est que je suis handicapé, fait qu'il y a des gens qui vont être impressionnés, puis je vais me faire des potes automatiquement. Donc, au moins, il y a des bénéfices à ce niveau-là. Mais donc, oser, parce que même moi, au niveau professionnel, j'ai juste tenté des nouveaux trucs, puis je me suis retrouvé dans une place qui m'a aidé à construire mon estime de moi, par le milieu dans lequel j'ai évolué professionnellement. Donc le premier, c'était oser, et le deuxième, ça serait l'indulgence envers soi-même. Si tu dis normaliser se sentir comme un tas de marde. Avoir de la grâce, j'ai dit ça aussi. C'est des beaux mots aussi. Aussi, ouais. C'est plus plaisant, la grâce. Non, mais c'est parce que moi, je ne suis pas beaucoup avec moi-même. Très important. On donne des conseils qu'on ne suit pas forcément. Faites ce que je dis, faites ce que je fais. Voilà. On a trop des bons conseils. On les fait pas, mais c'est vraiment la bonne solution. En même temps, on peut pas dire que c'est difficile pour nous de walk the talk. Donc, ça, être indulgent avec soi-même. Parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent, puis même mon psy me disait que j'étais un tyran avec moi-même. Et je pense que c'est pas c'est la pire façon de construire son estime de soi. Parce que souvent, on est plus difficile avec nous-mêmes qu'on le serait avec d'autres. Et donc, pourquoi tu te dis ça à toi-même alors que tu le dirais pas, mettons même à ton meilleur pote ou à quelqu'un d'autre. Ouais. Tu parlais de ça un petit peu par rapport à l'apparence physique, et tu dirais pas certaines choses à ta meilleure amie comme tu le dirais à toi. Je pense que c'est quand même hyper, hyper important d'être capable d'être un peu indulgent et de laisser aller. Oui. Sur ces paroles très inspirantes et vraiment, wow! C'est déjà la fin de notre épisode. Juste vraiment, merci beaucoup d'avoir parlé de tout ce que vous avez parlé aujourd'hui. Je pense que les gens qui nous écoutent ont beaucoup à apprendre de vous, donc merci beaucoup. Merci à toi. La prochaine fois, c'est nous qui allons t'inviter, puis il va falloir que tu répondes à toutes les mêmes questions. Absolument, je suis très d'accord avec ça. Merci, Alexa. Merci. Merci, Sarah. Merci, Sarah. Merci de votre confiance.